Et bonjour à toutes et à tous, c'est Olivier, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission sur la chaîne On ne vous demande pas d'y croire de Philippe Ferrer. Alors aujourd'hui, juste avant de commencer, j'ai une petite annonce à vous faire. J'ai discuté il y a 2 jours de cela avec une voyante très connue internationalement reconnue qui n'est autre que Maud Christen. Alors, si vous connaissez Maud Christen, vous savez qu'elle est spécialiste d'un oracle en particulier, qui est l'oracle du Béline. Et eh bien, elle va bientôt proposer une explication. On va faire une émission ensemble. Elle va nous expliquer un petit peu comment fonctionne l'oracle du Béline à l'occasion de la sortie d'un tout nouvel oracle en partenariat avec le MUSEM de Marseille. C'est un très très bel oracle que j'ai eu la chance de recevoir à la maison. Parce que en fait c'est le seul oracle que j'ai moi-même et que j'utilise moi-même, le Béline. Donc ce message s'adresse à tous les gens qui ont un Béline à la maison. Si vous souhaitez déjà voir l'émission avec Maud Christen, notez dans votre petit papier, ce sera pour jeudi prochain normalement si je ne me trompe pas dans les dates. Mais surtout, Maud m'a proposé un truc un peu sympa qui est que vous pourriez lui envoyer un tirage en croix du Béline et elle fera pendant l'émission un décryptage du tirage. Donc pour ceux qui ont un Béline à la maison, c'est l'occasion d'avoir une vérification, peut-être que vos interprétations, vos sensations sur le tirage sont justes. Et puis en plus, c'est vrai que Maud est une experte dans ce jeu, donc elle vous aidera à interpréter les symboles qui sont multiples dans ce magnifique jeu du Béline. Donc pour ce faire, vous envoyez simplement une photo de votre tirage en croix, je le répète, vous savez qu'en tirage en croix, il y a 4 cartes et la synthèse au milieu, ce qui nous fait 5 cartes en tout. Voilà, vous l'envoyez à l'adresse qui est sous la vidéo, dans la description. Je pense que ce sera jdspasycroire@gmail.com. Et puis, je me chargerai de faire un tirage au sort et d'envoyer quelques tirages à Maud. Voilà. Ceci étant dit, on va pouvoir passer à notre entretien du jour. On va parler hypnothérapie, mais aussi et surtout hypnose régressive avec Cyril Gaillet, puisqu'il nous propose cet ouvrage ici, Je viens de la source, et si votre âme se souvenait de votre esprit, ce que votre esprit a oublié. Donc voilà, écoutez, on va pouvoir en discuter tout de suite avec Cyril. C'est un ouvrage passionnant qui va nous plonger au cœur de l'inconscient, au cœur du soi, et qui va nous révéler des choses absolument extraordinaires sur notre réalité, sur le monde et l'univers dans lequel nous vivons. Donc j'ai hâte d'interviewer tout de suite Cyril Gaillet. Et voilà, je suis aujourd'hui en compagnie de Cyril Gaillet. Salut Cyril. Salut Olivier, ravi de te retrouver. Moi aussi, moi de même, je suis ravi de t'avoir. Je pense qu'on se lance pour une interview relativement longue parce que j'ai plein de questions à te poser à propos notamment de cet ouvrage que j'ai entre les mains ici et que évidemment je mettrai dans la vidéo, tout simplement. Un très bel ouvrage qui s'appelle Je viens de la source et que j'ai dévoré pendant mes vacances. Et donc, avant de rentrer forcément dans le vif du sujet, on va quand même te présenter, Cyril, si tu veux bien, pour les gens qui ne te connaissent pas bien. Moi, j'ai dit un peu en intro que tu étais hypnothérapeute, mais quand même que tu avais une spécialité dans l'hypnose régressive. Est-ce que tu peux nous présenter ton travail, qui tu es, comment tu en es arrivé à travailler dans ce champ-là? Par hasard, en fait, c'est entre guillemets par hasard. J'avais fait une hypnose de régression quand j'avais 17 ans, donc il y a très très longtemps. J'étais arrivé un peu là-dedans par hasard, pour le coup, une suite de synchronicité. J'avais un problème à l'époque qui était assez handicapant.
Et j'ai fait cette expérience qui s'appelait un rêve éveillé à l'époque. Et du coup, bon, bah, ça m'avait vraiment marqué, mais j'avais laissé ça comme ça de côté, si tu veux. C'est juste une expérience chez un psychologue. Et c'est bien des années après, si tu veux, où j'ai voulu me lancer sur YouTube en 2014. Donc, c'était pas la même époque, c'était plus facile. J'enregistrais des relaxations, etc., parce que j'étais ingénieur du son à l'époque. Et, euh, et j'ai voulu partager une séance d'hypnose, une deuxième séance d'hypnose que j'avais faite qui était moins profonde. Et puis c'est là où je me suis dit, bah, va te former, parce que je voulais pas que les gens prennent un risque, si tu veux, ou je voulais pas faire prendre un risque aux personnes, parce que c'était pas une relaxation habituelle, c'était de l'hypnose, je connaissais pas. Donc je me rappelais de la séance que j'avais eue et de la méthodologie qui avait été utilisée, mais pour autant, je connaissais pas l'hypnose. Et du coup, bah, c'est comme ça que je me suis formé au départ, à l'hypnose ericksonienne, nouvelle hypnose, hypnose classique, enfin toutes les formes d'hypnose, si tu veux. Et puis j'ai pratiqué comme ça pendant longtemps, parce que j'avais vraiment ce besoin j'avais un peu cette peur du regard des autres, si tu veux, de sortir des sentiers battus. Et du coup, j'avais besoin de l'hypnose ericksonienne pour avoir une espèce d'échelle à laquelle me rattraper, tu vois, une sécurité. Et c'est au bout d'un moment qu'il y a des choses un peu étonnantes qui sont arrivées dans les séances, si tu veux. Notamment une dame, je me rappellerai toujours, qui m'explique qu'il y a des anges autour d'elle, des personnes très lumineuses, très blanches, etc. Et puis je l'ai pas cru vraiment sur le coup, parce que j'étais très formaté, c'est des métaphores de l'esprit. Donc c'est pas que je l'ai pas cru, j'ai fait la séance normalement, mais je me suis dit, bon bah voilà, cette dame-là, elle fait ses propres métaphores, donc je peux pas trop l'aider, c'est fini, quoi, tu vois. Puis ça s'est revenu, c'est revenu, c'est revenu, dans des formes différentes, des régressions spontanées, etc. Et puis c'est là où j'ai commencé un petit peu à utiliser une méthode que j'avais apprise, mais rapidement, qui était l'hypnose en expansion de conscience avec l'hypnose humaniste. Et j'ai commencé à essayer de provoquer un petit peu, parce que je restais curieux, si tu veux, de ça, par rapport à cette première expérience quand j'étais tout jeune. Et j'ai commencé à essayer de voir si, qu'est-ce qu'il y avait derrière l'expansion de conscience, qu'est-ce que ça permettait, etc. Et puis du coup, bah, je l'ai pratiqué de plus en plus, puis c'est comme ça que j'ai fait mes premières régressions dans les vies antérieures avec des personnes accompagnées. Puis à un moment, j'ai décidé de me dire, bah, enfin, je me suis dit, bah, si t'apparaissait sur les annuaires, si tu veux, vu que tu le fais déjà. Donc je me suis formé à QHHT et l'hypnose de Dolores Cannon et à BQH, qui est l'hypnose, la même chose globalement, qui se dit ne pas être de l'hypnose, mais c'est la même chose, puisque c'est l'ancienne collaboratrice, Candace Goldman, qui est l'ancienne collaboratrice de Dolores Cannon, qui a développé ça. Puis après, bah, j'ai pratiqué l'hypnose, que j'ai appelée hypnose de la conscience, où je mélangeais tout ça, si tu veux, l'hypnose traditionnelle, l'hypnose de régression. Puis à la fin, ça a fait une méthodologie à part qui permet de faire tout ça, mais sans aller justement dans le côté hypnotique, dans le côté suggestion, dans une approche plus simple qui s'appelle feel and heal. C'est-à-dire, tu ressens, et c'est ton point de départ. Tu ressens, puis en fait, ça t'emmène directement en expansion de conscience et vers justement ce self, ce soi, ce higher self, de manière assez directe. Voilà un petit peu comment le parcours, si tu veux résumer, de ce que je fais aujourd'hui. Merci. J'aimerais bien qu'on reprenne un petit peu les termes, tu sais, pour les gens qui sont pas forcément spécialistes de l'hypnose. Mhm. Et surtout, c'est intéressant parce que toi, alors ça fait que tu m'as dit que ça fait combien d'années du coup que tu travailles en hypnose? Bah, ça fait 11 ans. 11 ans, voilà, déjà. Ouais, Donc, ça fait 11 ans. j'imagine que ta perception du travail sous hypnose a changé entre le moment où tu as commencé et la même manière dont tu le perçois aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire, justement, tu as parlé d'hypnose ericksonienne et d'autres types d'hypnose, notamment régressive. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se joue en termes de conscience et peut-être de couche de conscience? Voilà, comment tu le comprends aujourd'hui, ce qui est en jeu dans le travail hypnotique? Bah, en fait, tu le décris bien, c'est-à-dire que pour moi, ça ne veut plus du tout dire la même chose. C'est même un mot que j'utilise plus réellement. Je l'ai utilisé la dernière fois lors d'un live avec des personnes qui ont les mêmes approches que moi, mais pour moi, c'est qu'une communication avec l'intériorité. Aujourd'hui, le mot hypnose, si tu veux, c'est-à-dire hypnose, endormir, entre guillemets, l'esprit conscient, il fait plus vraiment intérêt. Parce que c'est vachement plus intéressant quand l'esprit conscient de la personne, quand la personne, elle fait le voyage avec toi, entre guillemets, plutôt que faire taire le mental, faire taire le conscient et aller dans les sublimes voyages dans les vies antérieures. Pour moi, si tu devais enfin, vu que tu me demandes de définir ce qu'est cette pratique, c'est une communication. Une communication avec qui on est en essence, une communication avec l'essence de la personne. C'est pour ça que je ne peux plus l'appeler comme ça aujourd'hui, ni hypnose, c'est ce que j'explique justement dans le bouquin, ni hypnose, ni régression, ni vie antérieure. Tout ça, c'est très limitatif aujourd'hui. De ce que j'ai pu constater, on va beaucoup plus loin. Donc, je le résumerai en termes de communication.
avec les parties de toi intérieures qui sont waouh, vraiment grandes. C'est pas seulement l'inconscient, comme on le voit avec le cerveau limbique, le cerveau reptilien, et ce fatatras, si tu veux, comme comme le voit Freud, ce patatras de blocage, de refoulement, d'émotions bloquées, etc., relatives à ton enfance. Non, non, c'est vachement plus grand que ça. Et ça, c'est même plus un point de départ, en fait, pour moi aujourd'hui. Ouais, c'est marrant que tu parles de Freud parce que justement, moi, ça faisait partie de mes repères puisque j'avais fait des études en psychanalyse. Et je me souviens qu'en psychanalyse, on considérait l'inconscient comme une espèce de boîte noire, voilà, qui a, comme tu dis, un fourre-tout avec toutes nos, peut-être nos, comment dire, tous nos désirs refoulés, tout ce qui n'a pas été accompli et qui n'est pas arrivé au niveau de la conscience, tout ce qui vient du surmoi de notre éducation, etc., etc. Mais tout de même une boîte fermée alors que quand on comparait avec la psychanalyse de Jung notamment, on avait l'accès à un soi et l'accès à un inconscient collectif. Et à ce moment-là, on se Mhm. retrouvait avec un inconscient ouvert Mhm. sur autre chose. Et donc j'ai l'impression que dans l'hypnose aujourd'hui, alors pardon d'utiliser des termes Non, c'est un peu OK. anciens, mais c'est pour qu'on se comprenne, aujourd'hui dans l'hypnose, on considère vraiment que l'inconscient est ouvert, hein, on est bien d'accord. Et je crois que tu as autant de visions que de personnes en soi. Ça dépend dans quel courant on s'inclut, mais disons que tu auras C'est vrai, ce que disait Freud aussi de ce côté-là. C'est vrai que l'inconscient, à un certain niveau, quand il est au niveau personnel, bah oui, ça peut être un peu une boîte noire à tous nos désirs refoulés, etc., nos émotions, oui. Mais si on voit que ça, bah si on ne recherche que ça, on ne trouvera que ça. Par contre, si tu restes un petit peu ouvert, juste à ce qui se présente, hein. C'est-à-dire, mais quand tu ne recherches rien, juste à ce qui se présente, bah, tu vas voir qu'il y a beaucoup de lumière en fait à l'intérieur de la personne. Et c'est d'ailleurs une des premières manifestations du soi, du self de Jung, que j'ai pu constater, qui est le plus récurrent, c'est une manifestation énergétique, à la fois de lumière, d'ajustement énergétique, pour ne pas dire soin. Euh, c'est ce qui se passe en premier, donc c'est pas du tout une boîte fermée. Maintenant, si on s'intéresse qu'aux parties inconscientes qui gèrent le quotidien, qui gère justement le stockage des émotions refoulées ou des blocages ou des traumas qu'on a pu avoir, ah bah oui, c'est sûr que tu vas tomber là-dessus. Et on va pas l'ignorer non plus parce que ça fait partie de la réalité, mais c'est un fragment, si tu veux, de la réalité de ce qu'on a appelé inconscient. Et comme le disait Jung, puisque du coup tu t'y intéressais, bah, il disait que, en l'essence, hein, en substance, c'est par convenience, par convenance ou par, comment dire, pour être plus à l'aise qu'on a défini des niveaux à l'inconscient. On a dit, voilà, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Mais par définition, il n'en a aucun, puisqu'on est aux portes, au niveau de la conscience personnelle, d'un champ de conscience global et unifié. Et en fait, il n'y a aucun effort à faire pour y aller dans ce Mhm. champ de conscience global et unifié. Je t'assure que mes séances commencent souvent par non, je ne vous demande pas de m'aider, je ne vous demande pas d'aller en état d'hypnose, je ne vous demande pas de vous détendre. Dites-moi simplement ce qui se passe à l'intérieur de vous, du point de vue des sensations, et on va commencer comme ça. Et là, tu vas voir que l'inconscient, d'un coup, c'est juste la somme de ce dont on n'est pas conscient. À partir de là, si on l'écoute, eh ben, il va nous ouvrir grand les portes et c'est pas un tapis rouge qui va nous dévoiler, c'est un arc-en-ciel qui va nous emmener directement là où on doit se rendre vers cette expansion de conscience. C'est un truc de fou, littéralement. Donc c'est pour ça que je peux plus appeler ça hypnose, ou moi je ne me sens plus du tout pratiquer ce genre de choses-là, sauf pour les parties un petit peu, si tu veux, plus touchy, plus sensibles, comme les libérations émotionnelles, quand les personnes touchent des choses justement qui sont enfermées, qui sont difficiles, qui sont émotionnellement impactantes, bah là, oui, on va utiliser justement des leviers de suggestions, etc., pour accompagner et aider, faire en sorte que ça aille au mieux. Mais sauf pour ça, le reste, tu peux laisser le champ ouvert, la personne commence à explorer, et, c'est vraiment un voyage qui commence, littéralement, et pas du tout un voyage hypnotique, un voyage de conscience. Mhm. Je sais pas si je réponds à ta question. Si, si, complètement. Et du coup, dans ton ouvrage, hein, Je viens de la source, il est souvent question du soi. Alors, Mm. comment il se manifeste ce soi dans une séance? Il est toujours présent. En réalité, c'est ça le truc, c'est qu'il est toujours présent, mais nous n'en sommes pas forcément conscients. On peut en être conscient via nos intuitions, via certaines sensations, via certaines synchronicités, enfin, via les synchronicités, mais le higher self, le soi, le moi supérieur, la conscience, tu l'appelles comme tu veux, certains l'appelleront aussi l'âme, etc. Et ben en fait, il est toujours présent. Et la seule chose que cette partie de nous attend, c'est qu'on se rende disponible à ce qu'il nous dit, au message qu'il essaie de nous donner. Donc, comment il se manifeste, comment on y accède? En laissant faire, en le laissant littéralement faire.
Parce qu'on est d'accord que de ce que j'ai compris, moi, le soi, c'est un peu la partie de notre âme qui est toujours du côté hors espace-temps finalement, et qui est C'est du ça. côté du temps atemporel, du côté aussi finalement de cet espace où on parle d'être de lumière, on parle de Dieu, etc. Hein, c'est bien ça. Hein. Alors, je ne vais pas avoir la prétention de dire que j'ai tout compris. Parce que, en fait, au bout de plusieurs années de pratique, si tu veux, le truc que tu comprends, c'est que globalement, tu n'as rien compris. Ouais. Et quand tu crois que tu as compris, ça, c'est ce que disait Dolores Cannon, c'est quand tu crois que tu as compris, on te dit, attends, 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 reprends une petite cuillère, tu vas voir que, ok, tu as compris en partie, mais en vrai, c'est pas comme ça. Et tu recommences. Donc, je ne vais pas faire une grosse définition du soi, mais globalement, c'est ça. On s'adresse à une partie de nous qui est justement non incarnée, celle qui est restée entre guillemets de l'autre côté. Et on fait le pont entre la partie incarnée et la partie non incarnée. Et à partir de là, bah, tu as différents niveaux, différentes couches, entre guillemets. Et effectivement, tu as certaines personnes qui peuvent remonter très, très haut. Hein. Encore une fois, on se donne des repères, mais très, très haut, jusqu'à, tu prends Amélie dans le livre, jusqu'au niveau de son existence première, au sein justement d'une conscience unifiée en tant que vibration. Et d'autres personnes qui iront bah, un petit peu moins haut, qui n'auront pas un contact aussi direct, mais qui, en tout cas verbalement, parce qu'on peut discuter avec le soi, mais qui auront accès à tout un tas d'informations. Et ce qui est quasiment systématique, par contre, c'est l'accès énergétique et vibratoire. Si tu veux, ça, c'est vraiment quelque chose qui est global, tout le temps, pour tout le monde. Tu peux Tu peux développer être ça? bah, en fait, quand un accompagnement commence, si tu veux, il est vraiment extrêmement fréquent que les personnes commencent à te dire qu'elles ont les mains qui chauffent. Des personnes qui ne sont pas du tout énergéticiennes, ni dans le bien-être, ni même dans la spiritualité. Elles ont les mains qui chauffent ou elles ont une sensation de chaleur quelque part, si tu veux. Et en les amenant à observer ça, eh ben, ces sensations, on va dire énergétiques, vibratoires, elles vont se développer, elles vont se déplacer. Et jusqu'à ce que, si tu veux, des fois, c'est ça qui m'a fait prendre conscience que c'était une réalité, on doit justement réguler en fait cet ajustement énergétique, cette montée en fréquence, cette montée en confiance. Parce que des fois, c'est trop fort en fait. Et ça, c'est quasiment systématique. Tu as des personnes qui vont avoir des sensations de courant, je ne vais pas dire électrique, mais c'est déjà arrivé. Elles vont se sentir vibrer, elles vont sentir certains points, un petit peu comme s'allumer, tu vois, comme le centre du front. Pas forcément la glande pinéale qui serait à peu près par là, mais au centre du front, les tempes, enfin, bref, la chaleur, tu as tout un tas de manifestations que les gens qualifient eux-mêmes d'énergétiques, vibratoires, des fréquences, qui est quasi systématique. Ça, c'est quasi systématique. Et si tu veux, pour nous qui avons cette approche, c'est le premier point. On se dit, ça y est, on est au contact d'une perception déjà qu'avant on qualifiait d'extrasensorielle, si tu veux. On est parti des cinq sens et on commence à arriver sur des choses où la personne commence par dire, bah, c'est bizarre. Dès que la personne est à c'est bizarre, on sait que déjà on est sur un contact déjà plus rapproché avec le soi. Mais ça peut aussi être une sensation de, pas plus qu'une sensation, une présence d'une grande lumière. Des fois, il y a des personnes qui sont comme ça, hein, en Mhm. train de dire, attends, c'est éblouissant. Ils peuvent pas l'inventer, si tu veux. C'est-à-dire que je comprends bien que les gens qui nous écoutent, si tu veux, bah voilà, je leur raconte cette histoire et ils me croient ou ils me croient pas. Mais pour moi qui l'ai fait maintenant des centaines de fois, à un moment donné, tu es obligé de te rendre à l'évidence. Oui, des manifestations de lumière, c'est tout le temps, énergétique, c'est tout le temps. Et si tu vas creuser ça, si tu veux approfondir ça, c'est là que tu vas pouvoir faire des rencontres avec des défunts, des proches défunts. Hein. C'est pas des inconnus qui se pointent comme ça par hasard, des proches défunts qui ont quelque chose à faire ou à dire ou qui veulent soutenir, que tu vas rencontrer des guides de la personne, et tu vas même rencontrer des présences lumineuses qui ne seront pas forcément identifiées comme des personnes, mais qui auront des choses à échanger. Et il faut juste préciser un point à ce niveau-là, c'est que la personne, on est dans une séance d'accompagnement, si tu veux, quand ça se passe. Donc, on échange verbalement. Et les plans là-haut, ils ne discutent pas forcément avec des mots. Ils envoient des informations, des codes, des énergies, etc. C'est la personne qui retranscrit en mots. Elle fait de son mieux pour retranscrire en mots. Mais on a des conversations vraiment approfondies avec le soi ou avec on va dire des entités, si tu veux, même si ce mot est un peu connoté négativement maintenant dans beaucoup de cas, des entités qui sont tout à fait normales, bienveillantes. Avec qui on va échanger. Donc, comment on sait qu'on rentre en contact avec le soi? Bah, ça commence à partir de ces manifestations énergétiques, lumineuses, et on va essayer de voir si on peut interagir avec d'une manière tranquille et douce. Et en fonction de l'interaction qu'on va avoir avec, on va se rendre compte qu'on discute avec une partie plus élevée de la personne. On n'est plus avec le mental, si tu veux. Et pourtant, le mental est toujours là, puisqu'il sert à décrire, analyser et observer tout ce qui se passe. Donc, c'est vraiment
aujourd'hui, ce qui est accessible à tout à chacun, à toi, à moi, à n'importe qui, c'est vraiment d'accéder à ce soi, parce qu'il semblerait que les portes soient plus ouvertes maintenant, tu vois, Mhm. que les voiles soient plus fins. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir accès à la grande vérité de l'univers, là, tout de suite, maintenant, je ne l'ai pas, mais oui, est-ce qu'on peut accéder au soi maintenant, à son moi supérieur? Oui, clairement, Ouais, clairement. et c'est ce qu'on découvre dans ton livre, puisque tu as eu une patiente, Amélie notamment, qui avait cette caractéristique d'être un petit peu, comme on dirait dans les sujets psy, douée. C'est-à-dire qu'elle, elle est capable de choses extraordinaires, comme probablement tu me diras tout le monde, sauf qu'elle, elle a un petit truc en plus, on va dire, c'est qu'elle cumule tout, quoi. Elle cumule des capacités extraordinaires qui ont permis de faire une histoire hyper complète sur beaucoup de choses qu'on peut découvrir de l'autre côté du voile, en fait. Est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu, Cyril, comment a commencé ces entretiens avec Amélie qu'on suit tout au long de ton ouvrage? Ah, comme tout autre entretien, en fait, c'est une personne que je connaissais pas qui m'a appelé un jour en me disant bonjour, j'aimerais bien faire une séance. Là, pour le coup, c'était une hypnose de régression. Il y a une paire d'années maintenant, je ne me rappelle plus exactement quand, c'était il y a au moins 5 ans. Euh, alors, on va dire dans mon cas, on va dire cliente et pas patiente, parce que légalement, on est tenu d'utiliser le terme client. Euh, Ça s'est passé de manière tout à fait normale. Une dame qui m'appelle et qui me dit bonjour, j'aimerais bien prendre un rendez-vous avec vous. Donc, on ne se connaissait pas du tout. Et, euh, et tu sais, quand on lit ce genre d'histoire, on pourrait croire que tout est facile pour elle, elle a des capacités qui sont géniales, qu'elle a des accès qui sont super. En vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que tu l'as lu au départ, c'est une nécessité qui l'a amené à prendre ce rendez-vous. C'est-à-dire qu'elle a traversé des difficultés qui sont quand même, que je souhaite à personne, familiales, etc. Elle a eu, de ce qu'elle décrit, elle a eu une montée de Kundalini, si tu veux, à un moment où elle était en plein deuil. Elle a eu ses capacités qui sont ouvertes au moment où elle était en plein deuil, et du coup, sa famille, qui n'est pas du tout, qui partage pas du tout tout ça, si tu veux, avec elle, a eu très peur, a pris des mesures, etc. Donc, c'était ultra compliqué. Donc, elle m'a appelé après tout ça, quand elle était sortie de ses difficultés, un petit peu dans une période de probation vis-à-vis de sa famille, etc. J'en dirai pas plus là-dessus. Et elle voulait savoir s'il n'était pas dingo, en fait. Donc, tu veux, c'est vrai qu'on pourrait imaginer que c'était des super capacités, oui, mais sauf que quand ça commence, tu te dis, mais attends, je suis pas fou, je suis pas folle. Donc, c'est ça qu'elle voulait savoir. Euh, et du coup, bah, ça a commencé tout simplement par une séance. Et c'est vrai qu'il y a eu quelque chose qui était assez fou dans cette séance, c'est qu'il y a eu beaucoup d'amour, si tu veux. Et c'est pas juste un concept, ça m'a vraiment surpris. C'est que dans cette séance, à un moment donné, j'ai senti énormément d'amour qui a jailli d'un coup. J'ai dit, waouh, c'est quoi ce truc-là, en fait? Tu sais, c'est même bizarre parce que tu te dis, mais non, je peux pas, j'ai quelqu'un dans ma vie, je l'aime, c'est pas possible d'avoir de. Mais c'est pas ça comme amour, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. Et puis, en fait, beaucoup plus fort et d'une autre nature. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, on a juste suivi la séance normalement, et au lieu d'aller visiter une vie antérieure ou que sais-je, elle est remontée directement à ce niveau-là. Elle nous a expliqué dès cette première séance un petit peu ce qu'elle percevait, comment c'était, et c'est ce que je raconte dans la première histoire. En fait, ce livre-là a été publié au départ sous la forme de deux ouvrages distincts, et il y avait un troisième qui était censé venir, et c'est vrai que ça faisait pas sens, j'ai préféré tout rassembler en un seul, parce que les histoires, elles vont les unes avec les autres, elles se Mhm. complètent complètement, et les dissocier, si tu veux, c'était pas un bon choix au départ, donc je préférais revenir là-dessus. C'est grâce à toi d'ailleurs, et je te remercie, tu m'as donné beaucoup de travail parce que bah, c'est sous la pulsion quand tu m'as proposé cette émission il y a quelques mois, où je me suis dit, attends, si on fait ça, et ben ok, donc je refais une édition, je remets tout. Et puis après, écoute, on est devenu amis avec Amélie parce que ces séances-là, elles sont rares. Les gens y arrivent très bien, ils se connectent très bien, etc. Ils réintègrent très bien tout ça. Mais à ce niveau-là, c'est quand même pas tous les jours. Alors, je te rassure, hein, j'en ai d'autres derrière, mais c'est pas tous les jours. Amélie, elle a cette présence qui est très, très particulière. Et du coup, on a fait une seconde séance qui était dans un cadre privé, encore une fois, mais là, cette fois-ci, bah, c'était une amie, donc du coup, ça se passait différemment, on se tutoyait. Et on a eu la suite. Et ce qui était intéressant, c'est que on n'a pas eu simplement le côté de revenir à la source de vie, comme on c'était avant d'être incarné, en fait, dans les plans de non-forme. C'est quelque chose qu'on
régulièrement les plans de non-forme, en fait, justement, dans ces pratiques-là, qui est très décontenançant parce que tu n'as plus de repères, comme dans une vie antérieure, il n'y a plus de décor, il y a plus de. Enfin, c'est plus pareil, c'est moins évident. Et du coup, là, elle a eu toute cette partie de. Et ben maintenant que je suis revenu au niveau de la source, voilà comment se déroule une incarnation sur Terre. Et en fait, ça nous a amené jusqu'à la Terre intérieure, ce que certains appelleraient l'Agartha. Elle ne l'a pas cité comme ça, hein, ou Shambhala, mais en tout cas, c'est des royaumes de la Terre intérieure qui sont extrêmement positifs. Et ça nous a montré la connexion qu'il y avait entre ces plans de conscience intérieurs jusque des plans de conscience plus célestes. Et en fait, donc ça, on a tout le parcours, enfin tout, une grande partie. J'aurais aimé avoir encore plus de détails sur la Terre intérieure, je t'avoue, mais j'en ai pas eu. On en a eu un certain nombre, mais c'était pas non plus le centre de la conversation. Et la dernière histoire, en fait, elle est arrivée dans un cadre complètement différent, parce que j'ai partagé, si tu veux, mes méthodes avec Amélie au sein de formation, et c'était lors d'une démonstration d'une praticienne qui en était très bien sortie, où c'était Amélie qui était sujet, et la praticienne qui l'interviewait, si tu veux, qui l'accompagnait. Et là, on a eu une synthèse de tout ce parcours, si tu veux, de tout ça. Et je me suis dit, bah, ok, ça c'est la synthèse, donc on va le mettre aussi dans le bouquin. Donc peu importe la méthode, si tu veux, et ça c'est vrai dans tous les cas, peu importe la méthode, tu arriveras toujours vers le soi maintenant. Et c'est comme ça en fait que ça s'est construit avec le temps. D'abord inconnu, puis après ami, puis après collaboratrice, si tu veux, parce que maintenant Amélie, elle fait partie aussi de notre équipe de formation, parce qu'elle elle apporte sa présence, elle apporte son énergie, elle apporte un savoir-faire, un savoir-être surtout, qui ne peut pas s'enseigner techniquement. Juste, voilà, c'est devenu une très très chère amie. Enfin, je crois que c'est assez clair dans le bouquin, hein. Je lui fais une petite page ou deux dédiée, où c'est une amie qui est très très chère à mon cœur maintenant, clairement. Ouais, et puis c'est le genre de rencontre qu'on n'oublie pas, évidemment, vu la richesse de tous les enseignements qu'elle a réussi et que vous avez fait tous les deux connaître finalement à vos lecteurs. Et justement, je voulais vous demander, enfin à toi en l'occurrence, à quel moment, parce que franchement, quand on lit les choses dans ce livre, on est un peu on est émerveillé, mais à la fois hyper surpris. Il y a des choses qui sont extraordinaires, qu'on n'a jamais vues ou lues ailleurs. À quel moment, toi, tu t'es dit, mais en fait, tout ça, c'est vrai, quoi. Alors, c'est peut-être une question que tu as entendue mille fois, mais j'aimerais que tu me le dises quand même. À quel moment, que ce soit Amélie ou toi, vous vous dites, ah, ça, c'est pas de l'imaginaire, c'est vrai. Mais alors, les implications sont immenses. Les implications de ce qui est révélé dans ce livre c'est que c'est gigantesque. Bah, ça m'a pris du temps, en fait. Si tu veux. Comme je t'expliquais, j'ai commencé au départ l'hypnose par l'hypnose ericksonienne, donc j'avais vraiment besoin d'un truc validé. C'est pas que j'en avais besoin, mais ça me rassurait. Puis j'avais un autre job à l'époque, j'étais ingé son. J'étais ingénieur du son et je voulais pas me faire décrédibiliser dans mon job avant, donc je faisais déjà de l'hypnose, mais je restais sur des trucs, des sentiers vraiment un peu battus, quoi. Et bah, pendant longtemps, j'ai douté, mais vraiment, je me suis dit, si tu veux, je crois les gens, je croyais les gens quand on était en séance. Maintenant, de là à intégrer ça dans ma vie, dire, bon, ok, tout ça c'est vrai. Alors, j'ai toujours pensé depuis petit, mais si tu veux, il y a cette opposition entre ce que je ressens profondément depuis tout petit et ce que mon mental veut bien accepter. Hmm. Mais pour répondre à ta question, à partir de quel moment je me suis dit, c'est vrai, euh, bah, la répétition. C'est-à-dire que c'est ce que j'explique dans le bouquin. Il m'a pas fallu des dizaines de séances pour dire, bon, ok. Il m'en a fallu des centaines. Parce que c'est tellement éloigné de notre monde, en tout cas de mon monde, de ma réalité, de tous les jours, que même s'il y a des tas de choses au quotidien qui sont là, mais il m'a fallu des centaines de séances, mais littéralement des centaines. Je peux pas parler pour Amélie, il faudrait lui poser la question, mais il m'a fallu des centaines. Par contre, ce qui me fait dire, là, factuellement, si je me base sur un esprit plus rationnel qu'une conviction, c'est la répétition. C'est toujours des manifestations énergétiques, toujours des lumières, toujours des couleurs. Aujourd'hui, le soi se manifeste tout le temps, quasiment. Alors, bien sûr, tu auras des personnes qui seront plus contrôlantes, qui auront besoin de passer par quelques étapes, et puis d'autres qui n'auront pas forcément accès directement. C'est pas grave, on peut y accéder indirectement, ça marche très bien aussi. Mais la répétition, tu as des patterns qui se dessinent. Et c'est d'ailleurs ça qui t'avait proposé, qui t'avait invité à me proposer l'émission, c'est quand tu avais vu la petite vidéo sur ma chaîne que j'avais fait, où j'exposais tous les cas de figure qui pouvaient se passer dans ce type d'accompagnement. Ça, c'est régulier. Et donc, si tu veux, tu as toujours les mêmes patterns. Et les plus fréquents, c'est l'énergétique, les personnes qui te demandent de calmer le côté
afflux énergétique parce que c'est trop fort, les lumières systématiques et les défunts qui viennent en séance. Ça, c'est vraiment extrêmement fréquent. Puis, au bout d'un moment, tu as beau être le plus rationnel, le plus cartésien du monde, si on le prend dans le bon sens du terme, dans le dictionnaire, il y a un moment donné, si tu dis non, ça n'arrive pas, alors que tu en as vécu 300, 400, 500, moi, j'en suis à plus de 1000 aujourd'hui, dans ce cas-là, tu n'es pas logique. Donc je dis, OK, ce sont des phénomènes qui se passent à chaque fois. Maintenant, allons investiguer, allons vraiment dans le détail pour être sûr de quoi il s'agit. Et donc, dans les grands patterns, il y a ceux que je t'ai cités précédemment. C'est comme ça que je me suis dit, OK, c'est vrai. C'est répétitif, factuel, ça arrive tout le temps. C'est vrai. Et encore, là, j'ai exposé qu'un tout petit bout dans le bouquin. C'est vraiment, il y a d'autres choses qui sont à venir, régression dans les vies antérieures et d'autres aspects qu'on évoquera peut-être ou pas dans notre entretien qui reviennent régulièrement. Et tu sais, sur la chaîne de Philippe, on interviewe souvent des médiums et c'est souvent eux qui nous font part des communications avec ou bien des défunts ou bien des êtres lumineux, des maîtres ascensionnés ou que sais-je encore. Est-ce que tu penses que c'est un petit peu le même mécanisme qui est en jeu dans l'inconscient ou la psyché d'un médium et ce qui se passe quand on est dans un travail d'hypnose est-ce que tu crois que c'est à peu près la même chose finalement? Mais en fait, oui, je pense, je sais pas, si tu veux, le truc ne me pose pas la question, en vrai. C'est-à-dire que, globalement, voilà comment les petites conclusions que j'ai pu en tirer, si tu veux. Il y a un champ informationnel et il nous est ouvert. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous pensons, au niveau, nous, occidentaux, j'entends, on se sent très dans la matière, dans le corps, très unité individualisée. Mais dès que tu dis, attends, je vais aller voir un petit peu dedans ce qui se passe, bah, tu te rends compte que, et un phénomène qui est assez classique, c'est que les gens, contrairement à de l'hypnose, maintenant, dans ce qui est possible aujourd'hui, ils se sentent s'approfondir en eux-mêmes et en même temps s'ouvrir. Tu as vraiment les deux facteurs. C'est pour ça que moi, je pratique plus du tout l'hypnose, en fait, quasiment plus. C'est trop limité aujourd'hui par rapport à ce qu'on peut accéder. Donc, à la fois intérioriser dans le calme, dans la détente, etc., ce qui correspondrait pour le cerveau à aller en alpha, si tu veux, en alpha ou en θ. Donc ça, c'est pour l'état interne. Mais en même temps, ils sentent ces sensations d'ouverture, d'unité, d'amour. Alors, c'est pas tout le temps. L'ouverture, oui. L'unité profonde et l'amour, c'est pas tout le temps. Mais en tout cas, ça, c'est ce qui se passe. L'ouverture vraiment profonde. Donc, en vrai, on se connecte au champ informationnel. Et si tu veux, on en a fait toute une histoire de médiumnité, de machin bidule. Oui, je pense que les médiums s'y connectent plus facilement. Mais là encore, si tu veux, et je sais que je vais pas me faire des copains en disant ça, mais je vois beaucoup de médiums. Qu'est-ce qu'ils médiumnisent? Tu vois, c'est quoi? Ils médiumnisent leurs pensées, leurs émotions, ils captent l'aura de la personne, donc ils vont capter ce que la personne aimait, ce qu'ils vont capter l'avenir. Moi, je ne me pose pas ces questions-là. Je sais simplement que pour les personnes les plus difficiles qu'on a, par exemple dans les sessions de formation, c'est les médiums. Parce qu'ils sont pour ceux qu'on a eu, attention, hein, je ne parle pas des médiums en général, j'en connais très peu, j'en connais quelques-uns qui sont topissimes, hein, vraiment. Donc c'est pas, on va pas casser du sucre sur les médiums, pas du tout. Mais euh, je- voilà, nous c'est des personnes, c'est des profils, on voit qui ont le plus de mal, entre guillemets. Parce que là où il n'y a rien à faire et d'amener la personne à juste dire, OK, observe ce qui se passe, ne t'ouvre pas plus que ça, ne te détends pas, et ben eux vont toujours être là, essayer de capter un truc. Non, c'est pas, c'est, tout le monde peut se connecter à ce champ informationnel, puisque c'est le mot connecté, en fait, qui n'est pas bon. Mhm, Tu réintègres juste une partie de toi, c'est tout. mhm, En fait, il suffit juste de réintégrer une partie de toi. Tout le monde est médium, si on y va par là. Tout le monde est capable de se connecter au champ informationnel. Par contre, c'est peut-être pas le programme de ta vie, de cette incarnation. Et si c'est pas ton programme, bah, tu peux le faire via ces approches-là, si tu veux. Mais ce ne sera pas au quotidien où tu vas capter des choses. Mais oui, je pense que globalement, c'est le même type de processus qui sont en jeu, en fait. mhm. Et on voit aussi dans le livre que Amélie, elle est en contact avec des équipes, en quelque sorte, de guides ou de choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent dans ta pratique? Tu as déjà rencontré beaucoup de ce genre d'interaction avec les guides? Non, bah, oui, 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 c'est pas propre à Amélie, si tu veux. C'est simplement qu'elle n'en est plus consciente. T'es autant en contact que la personne qui nous regarde, que même nos animaux de compagnie. Tout le monde est en contact avec, tout le monde a des équipes qui supervisent. C'est simplement qu'elle en est peut-être plus consciente. Un petit peu comme certaines personnes aussi qui pourront aller voyager hors de leur corps, etc. Aller dans ces fameuses réunions. Oui, oui, ça c'est quelque chose. Tout le monde le fait.
en fait. Simplement, Amélie, elle en est plus consciente. Et dans nos séances, oui, oui, c'est fréquent, bien sûr. Parce que moi j'ai toujours l'impression que on a sans doute tous, par exemple, un ange ou une équipe de guides, ou etc., mais on les écoute pas parce qu'on ne sait pas les écouter. Ou ils doivent en avoir marre là-haut de nous voir, nous prendre la tête dans les murs alors qu'ils n'arrêtent pas de nous envoyer des signaux. J'ai l'impression que peut-être un jour on sera tous capables de faire comme Amélie, peut-être dans le cadre d'une séance, hein, mais en tout cas voilà, de reconnecter, alors, ou en tout cas de se souvenir que nous avons accès à cette source et à tout ce champ d'informations qui est là à disposition finalement. Mm. Séance, pas séance, non, enfin, oui, ça fait partie de nous. Et c'est vrai que c'est pas la seule à le dire, si tu veux, dans ces états modifiés de conscience, qu'on est en train de vivre une époque particulière où il y a des changements qui ont cours en fait dès maintenant. C'est pas demain, c'est pas après-demain, ça va pas aussi vite que ce que beaucoup aimeraient, mais c'est en cours. Et en fait, c'est ça qui est en train de se passer. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de constater que le voile de l'oubli est en train de s'amincir et de s'amincir et de s'amincir. On en discutait un petit peu en off avant l'émission. C'est pas quelque chose d'évident, tu vois. On a tendance parfois, en tout cas, j'avais tendance avant à imaginer un petit peu cette connexion avec le subtil et la visible comme quelque chose de facile, qui changerait beaucoup de choses, et ça changera beaucoup de choses évidemment, mais que le côté positif. Et en fait, cet éveil des consciences qui est en cours, ça, je peux aussi affirmer que c'est un fait. Tu vois, mon mental peut en douter que ça reste un fait puisque cette pratique aujourd'hui qui est la mienne, j'aurais pas pu l'avoir il y a 5 ans, il y a 10 ans. Mm. Enfin, il y a 5 ans, elle a commencé, mais il y a 10 ans ou il y a 15 ans, je sais que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Quand j'ai commencé l'hypnose, il n'y avait pas tous ces contacts-là. Tu vois, c'était vraiment quelque chose de très terre à terre. La personne baissait la tête, les yeux étaient un peu lourds, les yeux étaient fermés. Elle allait faire entre guillemets dodo, même si c'est un peu caricatural. Tu faisais ta séance, tu espérais viser dans le bon coin de l'inconscient pour l'aider. Et c'était tout. Et des séances comme ça, j'en ai fait plein. Sauf que ces 5 dernières années, si tu veux, j'ai constaté qu'à chaque fois, il y a de la lumière qui se pointe. À chaque fois, il y a toujours un «oh, c'est bizarre». Mais aujourd'hui, sur des populations qui sont formatées pour rester cartésiennes. Aujourd'hui, que ce soit un médecin, un ingénieur ou une personne très ouverte, ça ne change plus rien. Donc, je ne sais même plus quelle était ta question, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, oui, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe et c'est pas propre à une séance ou à une méthodologie. C'est en train de se produire et tu peux y accéder par plein de manières différentes. Et oui, ça va devenir un jour, enfin, normalement, dans pas trop trop longtemps, mais ça peut prendre un certain temps quand même, mais c'est graduel, si tu veux, cette conscience qui augmente, ces voiles qui s'affinent, c'est au quotidien, c'est en ce moment. Tu en parlais, c'est vrai pour toi, c'est vrai pour moi, et c'est un travail qui est quand même un petit peu challengeant, qui nous invite à nous poser, à nous arrêter, à l'introspection. Toi, c'était notamment pour ça que, pour ceux qui se rappellent de mon petit passage sur On ne vous demande pas d'y croire, que je dis, attends, attends, faut que je me pose, faut que je me calme, enfin, pas que je me calme, mais que je m'arrête un peu, parce que je sens que c'est vraiment un temps d'introspection, parce que c'est ça aussi, tu vois, écouter le subtil et l'invisible. C'est l'invisible en soi. C'est pas forcément que les défunts ou les anges ou les guides. Et oui, est-ce qu'ils se fatiguent de l'autre côté? Je pense pas. Je pense qu'ils sont d'une patience absolument incroyable et que, au contraire, ils vont justement aussi nous laisser le temps parce que la matière, c'est le mouvement lent, quoi, tu vois. Mm. Ce C'est que- le. ce qu'on comprend dans l'ouvrage, hein, et c'est justement ça, c'est qu'il y a un message d'amour immense, d'unité, et de rappel de souvenez-vous, quoi, souvenez-vous ce que vous êtes venu faire là. Et je trouve que ben, ce travail-là, il permet de le faire, et je pense que, comme tu dis, chacun doit le faire. Et ce que j'aimais bien aussi, tant qu'on y est, peut-être on peut dire aussi ça, c'est que on entend beaucoup de choses aujourd'hui, on entend beaucoup d'histoires, Mm. beaucoup d'EMI, beaucoup de contacts avec tout un tas d'êtres, etc., etc. Mais peut-être qu'il faut être vigilant de ne pas prendre tout ça comme une consommation, un divertissement, et l'intégrer en soi, se dire mais
si c'est vrai, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la vie, sur mon engagement dans la vie, sur ma relation avec les autres, sur toutes ces choses-là. En fait, Mm. j'ai l'impression qu'on nous a on nous a ouvert les portes pour donner une information énorme. Et puis nous, on continue d'avancer comme si de rien n'était, tu sais. Comme si on avait vu un super film à la télévision la veille, qu'on se le raconte entre nous et qu'on a... En fait, c'est juste parce que ça prend le temps de processer, quoi. Ça prend du temps. Mm. Et les EMI, ça a toujours été, mais depuis mon plus jeune âge, depuis vraiment, je sais pas, en fait, cette régression que j'ai fait quand j'avais 17 ans m'a vraiment ouvert tout ce champ-là. Il était déjà ouvert avant, mais je m'en étais pas rendu compte, si tu veux. Mais il était déjà ouvert avant. Je me rappelle que je dois pas en parler dans ce bouquin-là, je dois en parler dans le prochain qu'en préparation. Je me rappelle quand j'avais 9 ans, que le chien de la famille était décédé, j'avais trouvé une grosse pierre bleue magnifique, si tu veux, un cristal, à côté de chez le voisin. Je sais même pas comment elle est tombée là, cette pierre. Et je l'ai déjà mis dans sa tombe. Donc, si tu veux, c'est quelque chose qui est resté un peu chez moi, une sorte de, pas de tradition, c'est une pratique. C'est quand il y a des personnes qui partent, ou il y a toujours une pierre spéciale qui est mise voilà, c'est toujours comme ça. Les animaux, c'est pareil. Mon chat est enterré en haut d'une montagne avec peut-être 6 ou 7 cristaux autour de lui. Enfin, c'est comme ça. J'ai toujours été comme ça. Mais si tu veux, c'est quand j'ai fait cette régression qui m'a ouvert à ce questionnement, hein, parce que en fait, c'est un questionnement que ça ouvre. Euh, c'est les EMI qui ont été au départ, et après je les ai oubliés pendant très très longtemps, le point de départ. C'est-à-dire dire, OK, qu'ont vécu ces gens qui racontent ça? D'accord. Ils racontent tous globalement la même chose. Et c'est époustouflant. Donc, c- aujourd'hui, oui, il y a beaucoup plus de gens qui en parlent, et je pense que c'est une bonne chose. Tu vois, et c'est vrai que, bah, du coup, avec le côté YouTube, les livres, aller savoir quoi, on peut avoir cette tendance de consommation, oui, mais en même temps, si tu consommes ce type de produit, ce type de contenu, bah, c'est que ton cœur, il t'appelle à le faire. Et après, est-ce qu'il y a une bonne chose, une mauvaise chose de le consommer, puis de passer à autre chose, puis c'est pas évident d'intégrer tout ça à sa vie quotidienne, tu vois. Moi, c'est ce qui fait que tous ces sujets-là, là, j'ai fait une émission avec Philippe il y a quelques temps, j'en fais une avec toi aujourd'hui, mais ça a été très dur au départ d'oser en parler parce que c'est quelque chose que je porte depuis que je suis tout gamin et qui s'est vraiment ouvert vers l'âge de 14 15 ans dans la difficulté. Euh, Quand tu regardes le monde dans lequel on vit, en tout cas tel qu'il me paraît, tel qu'il nous paraît, tu te dis, mais comment tu intègres tout ça là-dedans? Tu vois, et c'est ce qui arrive, une question que les gens chez qui ça s'ouvre disent, c'est et j'en fais quoi? Et j'en fais quoi? Mais t'as rien à en faire. Tu as juste à laisser processer ça parce que c'est vrai que le champ de perspective que ça ouvre, il est colossal. Je crois qu'on ne peut même pas le saisir, si tu veux, avec notre état de conscience actuel. Je ne vais pas dire notre cerveau, je vais dire notre état de conscience actuel. Parce que c'est gigantesque. Si tu prends ne serait-ce que la perspective de je suis un humain incarné sur cette planète. Je prends conscience que finalement, je suis donc incarné et que mon esprit, ce que je suis, n'est pas mon corps. Si tu prends conscience que ce que je suis, qui donc n'est pas mon corps, vit en dehors de l'espace et du temps. Donc il n'y a pas de temps. À ce niveau-là. Pourtant, moi, je suis dans le temps. Donc ça implique déjà tout un système de systématique, si tu veux, qui est compliqué. Et tu te dis, mais ok, je suis pas dans le temps, donc ça veut dire que je suis là depuis le début. Alors on te dit, oui, mais attends, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Là, ça devient compliqué. Donc tu dis, en fait, et surtout avec ces pratiques qui sont les nôtres aujourd'hui, on accompagne les personnes dans ces découvertes-là. Elles découvrent que c'est pas une vie antérieure qu'elles ont eue. C'est pas 20, c'est pas 30, c'est pas 1000. Mais au-delà du nombre, il n'y a pas que sur Terre, parce que ça, c'est l'aspect justement du prochain bouquin, qui sera un peu plus orienté justement sur ces âmes stellaires, qu'on est tous, hein, ces starseeds, etc. Et attends, donc dans ce cas-là, il y a eu peut-être 1000 vies sur Terre, c'est un chiffre arbitraire. Euh, il y a d'autres vies sur d'autres planètes, dans d'autres formes, dans d'autres corps, mais attends, ça remonte où à tout ça? Et puis attends, si tu lis une histoire comme Amélie, tu te dis d'accord, tout ça, c'est le monde de la forme. Mais en fait, j'existe aussi, et surtout, en tant qu'être de non-forme. Parce que c'est ça qui m'a marqué. C'était ça le point de départ, si tu veux, du livre. C'est quand Amélie me dit, je suis une vibration. Mhm. Cette simple phrase-là est restée. Elle est toujours restée. C'est elle qui a tout initié. C'est pas qu'elle est remontée au niveau de la source, c'est pas la qualité de la personne qu'elle est, qui est juste fantastique. C'est ce qu'elle a dit, c'est je suis une vibration. Et c'est donc tu prends conscience que tu existes en tant que vibration. Donc en fait, mais si seulement les personnes pouvaient prendre conscience que l'histoire de ce qu'on est si longue
qu'on ne peut pas s'en souvenir, si tu veux, qu'il faudrait qu'on consulte les mémoires akashiques pour tout voir. Je pense que ça aurait un intérêt de tout voir et de tout savoir, mais on est tellement riche de tout, c'est là qu'à la fin, tu te rends compte que cette histoire, elle devient presque impersonnelle ou plutôt collective, et on regroupe le côté Jung et le côté collectif. Mais là, ça devient encore plus, comment dire, abasourdissant, je ne sais pas si ça existe, c'est Mhm. que tu prends conscience en fait que ton individualité englobe la collectivité et que tu es à la fois les deux. Bref, c'est tellement vaste que, si tu veux, c'est là, à un moment donné, où j'ai dit, bon, ok, je comprends, je pense comprendre une certaine partie des choses, mais par contre, ce que je sais, c'est que si je continue pendant mes séances de vouloir comprendre ce qui se passe, je passerai à côté des choses. Mhm. Donc, laissons se dérouler le fil, on verra bien où il nous mène. Et j'ai accepté, je pense, l'idée que j'aurais pas tout capté, même à la fin de ma vie, même si j'en fais 10 000, 15 000, 10 millions. C'est tellement vaste que, aujourd'hui, on peut simplement amener les gens qui sont intéressés à ça à aller commencer à explorer ça. Et c'est un truc de fou. Mhm. C'est tellement éloigné. Donc, pour l'intégrer, pour revenir sur ta question, pour l'intégrer et comment dire, faire la part des choses entre le monde matériel, quotidien et ça, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi dire aux personnes, si ce n'est que moi, personnellement, bah, je prends le temps d'intégrer. Je prends le temps de laisser processer, Ouais, et puis simplement. c'est un chemin initiatique, quoi, Bon, comme tous d'autres. les chemins le sont. Tous les chemins le sont. Mais celui-là, ouais, il fait des nœuds au cerveau, je reconnais. Et je voulais aussi te parler des formations, parce que du coup, toi, tu t'es formateur également. Si un thérapeute, par exemple, un psychanalyste, par exemple, se dit, tiens, bah, moi j'aimerais bien explorer, aller un peu plus loin que l'exploration de l'inconscient tel que je l'ai compris en lisant Freud, Lacan ou Jung même, comment il fait? Il peut se former, pratiquer avec toi et essayer de voir avec comment ça se passe en fait pour apprendre. Bah, il fait comme. Bah, c'est très simple en fait. C'est ça aussi qui est vachement intéressant. C'est que c'est pas un amoncellement méthodologique ou technique, si tu veux. On n'est pas fait comme ça. Ça peut être très utile dans les cas de figure que je te disais, sur des grosses libérations émotionnelles, si tu touches un trauma. Là, oui, tu as besoin d'être technique. Mais sinon, c'est comme tout, ça s'apprend, c'est pas dur. C'est vraiment, pour le coup, c'est facile. C'est un principe d'observation. Tu sais, cette méthode-là, moi, je l'ai appris en 1 heure. En vrai. Et pas que je suis plus intelligent que les autres. C'est simplement que c'est ce que j'explique, alors peut-être pas dans le livre, mais dans l'interview avec Philippe. Je disais, je suis allé, en fait, j'ai une cliente qui vient un jour et qui, malheureusement, s'était fait agresser sexuellement. Enfin, beaucoup plus que ça, mais. Et elle venait pas pour ça. Elle me dit, non, non, ça, je m'en occupe avec quelqu'un. Ça m'étonnait qu'elle vienne voir un homme, si tu veux, ça arrive, hein. Mais bon. Et elle me dit, je viens pour autre chose. Et puis, bah, je m'intéresse quand même à sa vie. Donc, je lui pose des questions. Elle me dit, bah, ça, je traite avec cette dame. C'est une méthode qui s'appelle comme ci, comme ça vient de l'EMDR. Et je suis allé tester la méthode, parce que j'étais curieux. Et en fait, cette dame, elle m'a juste dit un truc. Elle m'a juste dit, il n'y a rien qui est inaccessible en nous. Rien du tout. Et intérieurement, j'ai rigolé. Je lui ai dit, bah ça, va falloir me le prouver parce que moi, je sais que depuis gamin, j'ai quand même bien fermé les choses. Et aujourd'hui, en plus, je sais que j'ai un mental qui est extrêmement fort. Donc, ça me dessert, hein, c'est pas une super Hmm. aptitude, hein. Euh, bah, avant que tu ailles déloger ça, il va se passer du temps. Et 5 minutes après, j'étais au contact de l'émotion qui était refoulée. Donc, je dis d'accord. Et ça, c'était juste à la base d'observation des sensations. Et c'était quoi Donc, la technique? Il y avait un nom particulier ou c'était non, parce qu'au départ, c'est une technique de, tu sais, un peu comme de Hmm, l'EMDR. hmm, Sauf qu'elle m'a juste amené, avant de faire ça, elle m'a simplement amené cette technique qui s'appelait la DEMOCA. Donc là, on est plus sur des mouvements oculaires. Enfin, mhm. c'est beaucoup plus que ça. Mais c'est pas cet aspect-là qui m'avait intéressé. C'est l'aspect d'observation des sensations. Et en fait, effectivement, elle avait raison. Rien n'est inaccessible. Donc, comment apprendre? Bah, c'est tout simple. Tu sais, si tu lis le bouquin, si tu lis ne serait-ce que la première aventure d'Amélie, tout est expliqué dedans, hein. Oui, c'est ça qui est Tu as super l'entière intéressant. méthodologie qui est dedans. Ouais. Très intéressant d'ailleurs parce que tu fais pas mal d'inserts où tu prends le temps d'expliquer aux gens ce qui se passe au moment où il y a une interaction, au moment où il y a une information importante, ou alors une émotion qu'on n'est pas forcément, nous lecteurs, en mesure de capter. Tu nous la présentes, tu nous l'expliques, et donc ça c'est super intéressant effectivement.
Je voulais te demander, bah, justement, pour les personnes qui sont un peu trop dans leur mental, moi j'en fais partie, je pense, comme beaucoup de gens qui aiment bien lire, qui aiment bien se questionner, qui aiment bien et comprendre aussi les choses. Comment on fait pour lâcher un peu ce mental, pour se laisser un peu aller et puis accéder justement à notre entièreté, quoi? C'est le rôle du praticien, c'est le rôle de l'accompagnant. Parce que si tu parles en tant qu'accompagnant, bah, tu vas forcément déjà aider la personne à limiter son activité mentale. Ça ne veut pas dire que tu vas l'arrêter, pas du tout, mais tu vas l'aider justement, bah, vu que tu n'arrêtes pas de parler, ça va être dur de penser à tout et n'importe quoi. Bon, pour autant, il y a des personnes qui resteront encore très résistants. Mais en fait, si tu veux, cette méthode-là, au départ, Silent Hill, elle servait justement, elle me servait dans mon hypnose pour les résistances, pour dépasser les résistances. Donc, en fait, bah, tu n'as rien à faire. Et si tu es très mental, très résistant, bah, c'est un apprentissage, si tu veux. Et cet apprentissage, il peut se faire assez rapidement. L'autre point, c'est que, comment dire, le mental, c'est un outil. C'est-à-dire que contrairement à beaucoup de pratiques, où on va dire qu'il faut faire taire le mental, il faut apprendre à le canaliser, etc., bah, nous, on l'occupe. On l'occupe parce que c'est lui qui va observer, décrire et analyser tout ce qui se passe. Donc, si tu veux, il est vraiment occupé. Donc, c'est pas un ennemi à abattre ou un truc à mettre dans le côté. C'est vraiment une partie qui va être très, très utile à la séance. C'est pour ça que je dis, n'essayez pas de m'aider, n'essayez pas de vous relaxer, de vous détendre ou de moins penser. Et puis, tu es libre de penser à tout ce que tu veux, en fait. Parce que en fait, il n'y a rien à faire. Et le mental, à un moment donné, il revient cycliquement. C'est une sinusoïde, tu vois. Quand tu es sur un pic, bah là, tu sais qu'il va falloir, en tant que praticien, attendre quelques minutes, le temps que l'activité, elle se baisse. Et dès qu'elle rebaisse, on reprend. Donc, en fait, c'est plus moduler le mental. Et il n'y a pas vraiment de personnes extrêmement résistantes. Et l'enseignement des personnes qui sont un peu résistantes, souvent, bah, c'est quoi? Il est très simple, c'est qu'elles prennent conscience de leur résistance. Et en fait, c'est la leçon qui est contenue dedans. Et quand tu prends conscience de ça, ça amorce un changement. Tu peux avoir l'activité mentale que tu veux. Alors oui, tu n'auras pas de contact direct avec le soi au sens verbal. On ne pourra pas discuter avec directement parce qu'il y aura trop d'activité mentale. Par contre, ça n'empêche en rien tous les ajustements énergétiques. Ça n'empêche en rien les présences de lumière, etc. Le seul truc, c'est que ça les ralentit parce que la personne va vouloir comprendre à tout prix. Et pour ça, bah, il y a une petite astuce toute bête, en fait. Ça marche dans 99% du temps, c'est que les séances sont enregistrées de ces accompagnements-là. Comme ça permet de dire, si tu veux, et c'est vrai, hein, ça permet de dire à la personne au mental, bah, écoute, si tu veux tout analyser, tu pourras le faire. Mais Mhm. tu pourras le faire plus tard, parce que Mhm. c'est enregistré. Donc, en fait, tu mets bout à bout, si tu veux, tout un tas de petites astuces qui vont pour but d'aider la personne, pas forcément à lâcher prise, mais simplement à observer. Et c'est ça qui est fondamental, c'est contrairement à de l'hypnose ou à des techniques qui vont être dissociantes, où c'est l'accompagnant qui prend le lead, ici, c'est la personne qui prend le lead. Et tu fais que l'accompagner en lui posant des questions. Donc tu l'aides à rebondir. En fait, il y a un mouvement qui se crée, et ce mouvement-là, bah, le mental, il le suit, plutôt qu'essayer de le générer, plutôt qu'essayer de le bloquer. Donc ça marche 99% du temps. Après, tu auras toujours allez, 1 à 2% des personnes qui seront plus résistantes que les autres. Et c'est OK, ça fera partie du lot et c'est OK. Il n'y a pas de. C'est que c'est comme ça, mais c'est Mhm. très rare. C'est très, très rare. Ouais, comme tu dis, en plus, Pas dans mon cas. du fait que on soit dans un moment où on a l'impression qu'effectivement les filtres sont de plus en plus fins et que on a quand même cette impression que c'est de plus en plus facile, on va dire, voilà, d'aller dans des couches un peu plus profondes de notre être. Effectivement, faut avoir envie, évidemment, avoir envie d'explorer un petit peu. Pas forcément, en vrai. Mhm. Tu sais, il y a quand même pas mal de personnes, c'est ce qui m'a beaucoup surpris à une époque, qui m'appelaient en me disant je vois plein d'images, je ne comprends pas ce que c'est. Alors, tu sais, moi, j'ai forcément toujours un filtre anti, enfin, attention psychopathologie, tu vois, au départ, parce qu'il ne s'agit pas de prendre tout et n'importe quoi pour des perceptions. Mais quand je vois que tout va bien, et c'est tout le temps, c'est très rare d'avoir des cas de psychopathologie dans mon cas. Non, non, il y a des gens qui n'ont rien demandé du tout, là, je prends l'exemple d'une praticienne qui est super chez nous et qui refusait sa médiumnité. Elle en voulait pas. Tu vois, alors, elle en voulait pas. Donc, c'est pas juste coucou les petits oiseaux, c'est fantastique, je suis médium. Elle en voulait pas. Elle voulait des trucs qui étaient compliqués. Et là, au bout de quelques années, tu vois, elle était soi-disant très résistante, etc. Et en fait, c'est juste qu'il lui a fallu quelques années pour processer. Et maintenant, elle commence
elle commence à accepter, même à accepter ses sorties de corps, etc. Enfin, tu vois, mais ça a pris du temps. Donc, Hmm. c'est pas ce qu'on appelle résistance. C'est, ça dépend. Tu vois, des fois, on a besoin de temps, tout simplement. Et après, c'est pareil. Comment dire? C'est facile d'accéder à certaines couches. Oui, mais moi, personnellement, tu vois, en ce moment, bah, j'accède pas à grand-chose. Personnellement, si je le fais tout seul. Parce que c'est une méthode qu'on peut faire tout seul, comme de l'auto-hypnose si tu veux. Mais en ce moment, bon, j'ai bien une chaleur ou des trucs comme ça. Par contre, quand je suis accompagné, quand je me fais accompagner, c'est complètement autre chose. Donc, toi, il y a aussi cette notion de seul et accompagné. Hmm. Ça dépend des gens. Je peux J'allais pas te dire. poser la question justement, est-ce que Amélie par exemple ou toi vous faites vous pratiquez seul et dans ce cas-là comment ça se passe? Est-ce que ça donne des résultats équivalents ou est-ce que c'est différent d'un face à face? Ah, pour moi, c'est différent d'un face-à-face. C'est-à-dire que c'est la même chose, mais comme tu l'as dit, comme tu l'as souligné, mon mental est quand même assez. En fait, il revient. C'est-à-dire, je le fais souvent le soir dans mon lit, et les 5-10 premières minutes, ça va, c'est cool, j'observe des trucs, et des fois c'est waouh, des fois c'est normal, des fois une petite sensation, une petite chaleur, des fois une petite lumière, puis des fois rien, et c'est OK. Amélie, elle a plus de facilité à le faire, elle toute seule, elle capte quand même assez facilement les choses. Euh, Par contre, quand on le fait ensemble, là, c'est différent. C'est-à-dire que là, comme je te dis, l'autre qui joue un rôle d'occuper le mental, je vais pas dire on part parce que c'est pas vraiment l'expression, mais oui, là, on accède à des choses qui sont vraiment étonnantes. Hmm. Et Amélie monte très facilement au niveau du soi. C'est-à-dire que c'est quand on travaille ensemble, ou même quand je l'ai au téléphone, qu'on discute, son énergie fait qu'il y a comme une extension, où je vois un peu plus loin. C'est assez étonnant Hmm. comme truc. Mais c'est tout seul, je le vois comme de l'hygiène intérieure. Tu vois, une hygiène émotionnelle qui permet de processer des choses, une hygiène énergétique. Juste, je prends soin de moi, je dis à mon intériorité, je t'écoute. Et ça, c'est fondamental. Parce que, en fait, c'est l'exact opposé de ce qu'on nous a appris à faire. Enfermer, 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 accumuler. Jusqu'à ce que ce qui n'était pas solide, ce qui était de l'émotion au départ, devienne dense, tu vois. Ça devient un matériau dense à l'intérieur. Et puis après, pour dire, bon, bah allez, je vais aller écouter tout ça, c'est des lingots de fer que tu as à sortir. Donc c'est compliqué. Donc moi, je l'utilise pour ma part, non pas comme un moyen de connexion, même si, hein, de manière sous-jacente, il y a quand même cette envie en moi, mais je l'utilise comme un moyen de douche émotionnelle, de Hmm. nettoyage, d'hygiène personnelle, tu Mhm. vois. Et par contre, oui, quand il y a des pics énergétiques, quand des fois, je me rappelle, tu vois, je suis au cirque de Gavarnie il y a peut-être 2 3 ans, et l'énergie était tellement forte que je n'avais pas d'autre choix que de me poser et de méditer un petit peu et de l'observer. C'était la seule chose qui permettait de la le faire passer. Et je ne parle pas d'émotion ici, je sentais vraiment une espèce de tube, tu vois, de colonne à l'intérieur qui était vraiment forte. Et je dis non, excusez, là, je suis obligé, je dis à ma famille, je suis obligé, je dois méditer. Et je méditais pendant une demi-heure, tu vois, peut-être 1 heure, et ça passait. Donc c'est vraiment, en fait, oublions le terme méthodologie, approche, c'est vraiment juste tourne le regard à l'intérieur. Observe tes sensations. Si tu fais ça et suffisamment longtemps, oui, tu peux le faire seul. Par contre, tu iras beaucoup plus loin avec si tu te fais accompagner. Hmm. Tu accéderas à beaucoup plus. C'est intéressant de s'arrêter un petit peu sur cette idée de ce que ça procure, parce que tu dis que certaines personnes peuvent l'utiliser pour rentrer en contact, et d'autres peuvent l'utiliser comme une forme de méditation qui permet de nettoyer peut-être certaines émotions ou certaines choses Mm. qui seraient restées ancrées dans nos corps énergétiques, on pourrait dire ça comme ça. Ah, mais complètement. Du coup, est-ce que tu t'arriverais à dire, c'est un peu technique, on rentre dans des trucs un peu techniques, mais parce que en méditation, moi, c'est exactement ce que je vis, hein. Je fais le soir des cleanings et le matin, au contraire, j'essaie de me connecter un petit peu à la source et tout ça. Mais à ton avis, qu'est-ce qui fait la différence entre une connexion où quand on se fond dans l'unité, on se sent bien, voilà, et puis quand on est dans cet état-là et que tout à coup, on a un contact, quoi. Est-ce que tu as l'impression qu'on peut le provoquer ou est-ce que tu crois que ça vient tout seul? De ton expérience en tout cas. Est-ce que même avec Amélie, vous avez réussi à volonté à aller connecter avec quelque chose ou est-ce qu'en général ça vient tout seul? En fait, c'est une question d'approche, si tu veux. Quand tu fais, par exemple, une hypnose de régression, bon, bah, il est dit dans le terme hein, que tu vas aller essayer d'aller chercher des vies antérieures. Donc, Mhm. tu sais un petit peu la direction que tu donnes à tout ça. L'intention, comme on dit. Exactement. En fait, moi aujourd'hui, je n'ai plus cette intention-là. Mhm. On ne le cherche même pas. Parce que on sait que, et c'est là où, si tu veux, cette approche-là que je te décris, c'est la deuxième étape d'une hypnose de régression. C'est celle où on discute avec le soi.
si on fait ça, on accepte l'idée que tout est dirigé par le soi, que les rendez-vous sont pris par le soi, que tout ce qui va être vécu est pris par le soi. Donc moi, Cyril, praticien, si tu veux, je ne sais pas. Justement, c'est pour ça que j'adore pratiquer comme ça, que je ne pratique plus l'hypnose, plus de cette façon-là, parce que je ne sais pas quelle est la bonne chose pour toi. Je ne sais pas quelle est la bonne technique, parce qu'on va me dire, on m'a appris que c'était ça, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que j'ai bien mis le doigt sur le sous-jacent, etc. Est-ce que tu dois aller voir ton guide, un ange? Un extraterrestre, j'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a une part de toi qui sait. Elle sait c'est quoi la prochaine étape, le prochain truc à voir, le prochain ajustement à faire, etc. Et ça, c'est ton moi supérieur. Ton moi supérieur, il sait exactement ce dont tu as besoin. Il sait exactement la prochaine chose qui va te nourrir, t'enseigner. Il sait exactement la prochaine épine que tu es sur le point d'enlever. Qui est OK, c'est bon, tu as assez processé. Donc moi, en fait, aujourd'hui, euh, eh ben, je laisse faire. J'amène simplement un cadre et je dis aux gens, bah voilà, observe ce qui se passe en toi. Et ça a l'air de rien, mais en fait, tu crées le pont comme ça. Et à partir de là, tu as des personnes qui tout de suite ressentiront une immense sensation que tu as décrit juste avant, d'être uni à tout, d'être dans un amour absolument incroyable qui fait pleurer, hein, pas pleurer de tristesse, une nostalgie aussi. C'est-à-dire que c'est pas seulement un truc cool d'être plongé dans cet amour, cette unité. Tu as la moitié des gens qui se mettent à pleurer profondément parce qu'elles ont cette nostalgie. Et c'est pas un petit truc, hein, c'est un gros, gros truc. Donc, je ne sais pas, je laisse le choix nous montrer le chemin. Et ça, c'est vachement reposant, si tu veux, en tant qu'accompagnant. Et je sais qu'on est dans le juste. Ça, c'est un autre truc qui m'a convaincu que tout ça, c'était vraiment réel, c'était vraiment concret. Parce que, en fait, s'il y avait rien, il se passerait rien. Hmm. Ou s'il y avait rien de supérieur, entre guillemets, on irait dans des émotions agréables ou désagréables. Mais non, non, je le laisse faire. Hmm. Et ça, c'est trop bien parce que du coup, toi, ta responsabilité d'accompagnant, elle est juste de dire, bah, je vais vous aider à maintenir votre attention dessus. Je vais réguler quand il y a une émotion qui est trop forte. Et il y a un truc qui est trop fort, tu vois, avec le soi, c'est quand tu vois une personne qui est un peu dans la tourmente, dans l'émotion compliquée ou qui revient un truc difficile, bah, tu as tendance à vouloir réguler, à vouloir amoindrir cette énergie, cette émotion. Et en fait, quand tu demandes au soi de le faire, il dit souvent, mais on est déjà en train de le faire. En fait, tu constateras que chaque demande que tu fais, on le verra, je ne sais pas si tu l'as vu dans ce bouquin-là, peut-être pas, ou dans le prochain, il te dit, non, non, mais ça, on est déjà en train de le faire. Ou quand tu veux faire des demandes pour la personne, parce que tu penses, toi, qu'il y a ça qui serait bien, il dit, non, non, c'est bon, on est en train de le faire. Donc, je laisse le soi faire, tu vois. Hmm. Et Amélie fait Amélie, elle est encore pire que moi. Elle laisse encore plus faire que moi. Et si tu veux, la dernière session de formation, j'ai encore vu deux praticiennes qui sont super et qui laissaient encore plus faire que moi. Elles pratiquaient déjà ce type de méthode. Et c'est même elles qui m'ont inspiré à être encore moins actif. C'est-à-dire d'être encore plus dans le cadre, alors qu'elles étaient soi-disant débutantes. En fait, elles étaient toutes les deux très, très bonnes, vraiment de très, très bonnes personnes et de très, très bonnes praticiennes. Et en vrai, on garde juste un cadre. C'est tout ce Hmm. qu'on fait. Donc, je laisse le soi faire. J'ai plus besoin de savoir quoi faire. Ça aussi, je trouve que c'est une grosse évolution parmi les praticiens et même, tu vois, chez les médiums, parce que j'en ai beaucoup interviewé récemment dans le cadre du guide que j'avais sorti. Et j'en ai de plus en plus qui m'ont dit attention, moi je veux bien figurer dans le guide, mais par contre raconte pas n'importe quoi, dis pas que les gens vont venir et vont avoir 100% la personne avec Oui. qui ils veulent parler. Des fois, il y a des choses qui viennent, des fois ça vient pas. Des fois c'est une Mm. guidance, tu vois, pour les prochains mois, un truc super important. Des fois c'est un défunt, c'est pas celui qu'ils veulent forcément. Et souvent ce qui revient, c'est en fait le message qui va venir, c'est ce dont la personne a besoin à l'instant T. Oui. Ni plus Et ni tu moins. sais, il y a une chose aussi qui est largement sous-estimée, sous-évaluée, jusqu'à ce qu'elle soit vécue, c'est le rien. En fait, tu me posais la question tout à l'heure sur les personnes qui pouvaient venir et qui étaient très contrôlantes et qui étaient très mentalement actives, etc. Et souvent, avec ces personnes-là, ben non, il n'y a rien. Quand tu leur demandes qu'est-ce que vous observez dans votre corps, est-ce que visuellement il y a quelque chose, t'évites de trop spécifier pour pas suggérer, justement. Mm. Et ils disent non, il n'y a rien. Et en fait, il y a quelque chose que la pratique m'a amené à développer, c'est l'observation du rien. Parce que dans le rien, il n'y a jamais rien, en fait. Et, euh, et ben, rien, pour des personnes très occupées mentalement, très actives, très contrôlantes, en fait, c'est salutaire. Et à partir de ce rien, c'est là que tu vois que c'est des personnes qui sont dans ce type de profil-là. Et bien souvent, elles accèdent à cette unité, à cette, ou à minima,
à cette expansion de conscience. C'est à partir du rien, parce que le rien est exactement ce qu'on recherche. Parce qu'on cherche tout le temps, je cherche tout le temps à combler, à avoir quelque chose qui occupe, à avoir, à connecter, à trouver, etc., l'information de plus. Alors, tu en as déjà plein, et plus tu en as, plus tu en voudras. Et en fait, le rien est ce qui t'amène dans ta présence. C'était le point de départ de tout. C'est que j'ai arrêté de pratiquer l'hypnose à partir du moment où elle ne me servait plus qu'à amener les gens dans leur présence, dans ici et maintenant. Parce que pour moi, c'est la seule chose qui compte. Que la personne qui vienne faire ce type d'expérience, qu'elle ne soit plus dans une expérience, mais qu'elle soit simplement dans sa présence. Le truc qu'on oublie tous, et moi le premier, de considérer plus de 5 minutes dans la journée. Alors, c'est pas vrai, je le fais un peu plus, hein, mais pas suffisamment, tu vois. Donc c'est ça. Et le rien. Et ben le rien vaut toutes les lumières du monde, toutes les énergies du monde. Effectivement, ces médiums ont raison. C'est des fois, tu viens, il n'y a rien. Mais c'est un rien, si tu prends 5 minutes pour l'observer, tu vas voir que dedans, il y a plein de choses. Et ça fait vachement de bien. Mais c'est ça le soi. Moi, si, pour être un peu dans ce cas-là aussi, hein, si je peux donner mon petit conseil, c'est Ah bah essayer, oui, essayer de pousser le rien le plus longtemps possible. C'est à ce moment-là que exactement. vous allez peut-être basculer sur autre chose, quoi. C'est ça. Mais Je je suis trouve ça totalement d'accord. très intéressant ce que tu dis, c'est quelque chose qu'on n'entendait pas forcément avant, où on avait cet impératif de résultat finalement. Et là, c'est ben, un résultat, mais qui viendra à condition de lâcher prise sur nos attentes. Et, euh, et j'aime bien aussi ce que tu dis sur finalement, l'idée, c'est de se reconnecter avec l'ici et maintenant. Et est-ce qu'on peut dire, même si c'est peut-être piégeux, mais que l'idée, c'est peut-être aussi d'être en accord avec ce que veut le soi? Est-ce que le soi veut quelque chose déjà pour nous? On aurait des choses un peu différemment. C'est-à-dire que c'est peut-être, d'essayer de faire en sorte que ce ne soit pas l'ego qui gouverne plutôt. Mhm, Tu vois? Parce que le soi, c'est le calme. C'est notre moi supérieur est toujours calme. Il est toujours tranquille. Cette présence qu'on expérimente dans ce rien, entre guillemets, dans ce ici et maintenant, c'est grand, c'est vaste, c'est calme, c'est pas pressé, et c'est pas te bourrer le mou pour aller dans une direction ou dans une autre. Par contre, le mental et l'ego, ils font tout l'inverse. Tu vois? mm, Ah, je le voyais encore, j'essayais, là, je m'intéresse en ce moment, depuis tout petit en vrai, mais j'ai eu des synchronicités qui m'ont ramené à me réintéresser à la sortie de corps, si tu veux. Euh, et je commence à me dire, bah tiens, effectivement, il faudrait que je me pose un peu plus, que j'arrête de vouloir. Et je découvre que le moment où j'essaie de le faire est le pire des moments, au moment de se coucher. mm, Et donc, commence à partir dans ma tête tout un tas de attends, tu pourrais faire ça, et tu pourrais faire un protocole, et tu pourrais faire ci. Et puis, je me vois m'emballer, si tu veux. Je me dis, mais non, en fait, moi, j'ai juste envie d'essayer. Mais par contre, ça y est, mon mental est déjà parti et lui veut m'imposer des choses. Et si je fais pas gaffe, je suis déjà parti dans l'écriture d'un protocole pour moi, de machin. Donc, non, non, le soi, il veut rien t'imposer. Lui va te laisser autant de temps que tu veux. Il va pas chercher à te dire quelle est la. Il va pas chercher à te dire quelle est la bonne direction, mais tu vas ressentir. Tu vas ressentir si c'est oui ou si c'est non. Et tu vas être inspiré, tu vois. Il y a quelque chose qui va être plus facile. Et des fois aussi, ça peut être une épreuve de difficulté. Le soi ne cherche pas à nous imposer les choses. Il nous laissera autant de temps qu'on a besoin parce que de toute manière, on a autant de vie qu'on a envie pour le faire, mm. tu vois. Donc, c'est l'ego qui nous impose les choses. Donc, désolé, je te réponds un peu à l'envers, mais non, Non, le c'est bien. soi n'impose rien, en fait. Rien du tout. Par contre, quand il y a quelque chose qui est mûr et qui est prêt, ça vient, tu vois. Et du coup, par rapport à ce dont qu'on appelle souvent une forme de mission de vie ou des choses comme ça, est-ce que tu as pu constater, toi, que le soi, effectivement, avait prévu des choses pour cette incarnation, quoi? Bah oui, il y a toujours des programmes qui sont prévus. Il y a toujours des programmes de prévus. Par contre, les programmes, je pense qu'ils sont interactifs et ils sont pas figés. C'est-à-dire qu'en fonction de comment tu avances sur ton chemin, en fonction des thématiques, des sujets que tu traites, je fais exprès de ne pas utiliser le terme leçon, oui, tu vas ouvrir certaines portes, tu vois. Donc, oui, il y a des programmes de vie, tout à fait. C'est ce qui me fait dire souvent que, tu vois, quelqu'un qui arrive, par exemple, en consultation, tu vas dire, oh là, avec lui, ça va être super compliqué, tu vois le profil très mental, très machin. Tu passes simplement dans l'accompagnement et tu as tout qui s'ouvre. Mais tu fais, mais comment ça se fait? En fait, il n'y a aucune friction, aucune difficulté.
Et tu as un niveau de connexion qui est ouf. Oui, on va dire de connexion pour utiliser le terme. Mm. À l'inverse, tu auras une personne très bercée dans la spiritualité qui sera juste hein, dans son positionnement, qui te dira des choses qui sont très sensées, qui aura fait un grand cheminement, et tu vas arriver en observation, il va rien se passer. C'est rare, mais ça arrive. Parce qu'en fait, tu comprends qu'il y a plusieurs niveaux en fait du truc. Tu peux très bien avoir en face de toi une âme extrêmement, entre guillemets, évoluée, le terme n'est pas tout à fait correct, mais utilisons-le comme base, très avancée, etc., mais qui aura comme programme de rester dans du terre-à-terre et du matérialiste. Mhm. À partir de là, au niveau conscient, tu n'auras aucune ouverture consciente sur ce qu'on pourrait qualifier de spiritualité. Et à l'inverse, tu pourras avoir une personne qui sera très ouverte au niveau spiritualité, mais qui restera relativement, qui aura un accès qui restera relativement restreint parce que ça ne fait pas partie de son programme. En tout cas, à l'instant T. Et ça, c'est important de le comprendre aussi. C'est que quand on reçoit une personne, c'est à un instant T. Et ce qui est vrai à un instant T n'est plus vrai 15 jours plus tard, ou 3 semaines, ou un mois, ou 2 ans plus tard. Tu vois? Mm. Moi, il y a des personnes que j'ai condamnées, entre guillemets, dans ma tête, hein, condamnées pas comme une cour de justice, en disant cette personne-là, j'y arriverai jamais, ça marchera pas, elle est trop fermée. Et en fait, je les ai reçus 2, 3 ans après. Et quand j'ai vu le cheminement qui a été fait, je pense par exemple à une amie de ma compagne, si tu veux, qui avait qui a eu des énormes problèmes de santé. Là, on a essayé en hypnose. Rien n'a marché. On a fait 8 séances. Rien n'a marché. Elle venait pour du stress, etc. Mais tellement contrôlante, profil ingénieur chef de projet, tellement contrôlante, j'avais pas la compétence pour le faire. C'est ce que je croyais. Sauf que, anecdote, elle avait un petit truc, tu sais, pour le diabète, je sais plus exactement ce que c'est, je sais pas, c'est pour Pour mesurer contrôler, ouais. Mm. ouais, voilà, c'est Le taux ça. de Et il y avait glycémie. voilà, c'est ça. Il y avait une colle sur laquelle elle était intolérante. Et là, avec cette colle, elle m'a dit, est-ce que tu peux faire quelque chose? Et en hypnose, on peut travailler les allergies. C'est-à-dire que c'est pas de l'exercice illégal de la médecine, c'est juste une technique d'hypnose qui est enseignée dans toutes les écoles. Mais ça, sur un poison ou une intolérance, comme la colle, on ne peut pas le faire, puisque c'est un poison, une intolérance. Et puis, dans la séance, dans une des séances que je pense ne pas fonctionner, je glisse quelques mots à ce sujet-là, mais sans aucune conviction qu'il y ait quoi que ce soit qui peut marcher. D'accord. Et, euh, et en fait, c'est la seule chose qui a marché. C'est-à-dire que son stress, son anxiété à l'époque, rien n'avait fonctionné. Ah Par ouais. contre, son appareil, elle le supportait. Elle n'avait plus de rougeur ni quoi que ce soit. Bon, à un moment donné, je lui dis, écoute, on va arrêter parce que je ne vais pas te prendre tes sous pour rien. Ça n'a aucun effet. Peut-être qu'il va y avoir soit quelqu'un d'autre, soit une autre méthode. Mais dans ma tête, je m'étais dit, bah non, j'y arriverai à rien. Elle est trop, si trop ça. Et c'est 2 ans plus tard qu'elle me recontacte en me disant, j'aimerais bien refaire une séance avec toi. Je lui dis, tu sais, je pratique plus l'hypnose comme avant. Et on fait cette approche-là d'observation. Et là, lumière, énergie, couleur, alors qu'on est avec quelqu'un d'ultra cartésien. Donc vraiment, il ne faut pas condamner les gens de croire ou tirer des a priori. Il y a vraiment deux programmes. Et puis il y a le temps de processing. Tu Mhm. vois, si tu parlais tout à l'heure des vidéos qu'on peut regarder, des témoignages, etc., et puis qu'on consomme, mais on passe à autre chose. Oui, mais à l'intérieur, ça processe. Tu vois, ça ouvre des chemins qui s'ouvriront peut-être 2 ans, 3 ans, 10 ans plus tard, mais ça ouvre des chemins. Tu as touché quelque chose que tu pourras jamais plus oublier. La dernière vidéo d'une chaîne YouTube qui parle de bagnole, tu vas l'oublier. Une EMI, tu l'oublieras pas. Elle restera quelque part en toi. Mhm. Ou ce type de discours si ça te parle. Donc ça ouvre des trucs. C'est pas juste du binge watching. Tu vois. Mhm. Et qu'est-ce que je reviens pour on va pas tarder non plus à conclure, mais qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de ton ouvrage? Et je sais que tu as déjà d'autres idées derrière, donc est-ce que cet ouvrage s'inscrit dans une pensée plus globale? Oui, il s'inscrit dans une pensée toute simple en fait. Au départ, je l'ai fait pour deux raisons. J'avais pas vu le temps passer, c'est vrai que ça fait déjà 1 heure et demie, dis donc, ou presque. Euh, la première chose, c'est que j'ai commencé à les écrire, ces livres-là, euh, simplement pour les personnes qui s'intéressaient aux expériences de régression dans les vies antérieures. Se dire, bah tiens, qu'est-ce qui se passerait si c'est un sujet qui m'intéresse, mais j'ai un petit peu peur, etc. À quoi ça ressemble? Bah, du coup, j'ai écrit ces ouvrages-là exprès pour ça. Il y a une autre que les personnes puissent voir un petit peu, bah, un exemple, ce n'est qu'un exemple. J'ai fait exprès aussi de garder la forme du dialogue pour une autre raison. C'est que je me dis, bah, ils servent aussi de livres formation pour mes élèves. C'est-à-dire que pour qu'ils voient un petit peu la façon dont je questionne, qui n'est qu'une source d'inspiration parmi d'autres, mais au moins ils ont des déroulés de questionnement sur 3, 4 séances. Donc ça, je le garderai pour tous les bouquins. Et après, je sais pas ce que les gens peuvent retenir de ça. Moi, ce que j'en retiens de celui-là,
c'est je suis une vibration. Mm. Tu vois, pour moi, s'il y avait une chose à retenir, c'est ça. C'est pas autre chose. C'est voilà, on est tous des vibrations, on est tous un, on existe au-delà de la forme. Mais ça, j'ai pas besoin que ce soit une volonté, que les gens s'en rappellent si tu veux. Parce que soit ça touche pas. Soit ça fait partie de ton programme, soit ça fait pas partie de ton programme. Non, j'espère juste qu'ils seront contents de le lire. Et comme je suis pas spécialement écrivain ou auteur, que le style leur reste agréable et que ce soit pas un pavé aussi. C'est pour ça que j'ai splitté en trois histoires, que ce soit quelque chose qui soit digeste et concrète. Voilà, juste concrète, que ça reste du concret. Ben, merci Cyril. J'avoue que effectivement cette idée d'être une vibration, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que c'est à la fois simple et en même temps on se doute bien que derrière on pourrait développer pendant des heures. C'est à la fois cette idée d'être singulier, d'une vibration singulière, et à la fois Mm, d'être immergé dans une symphonie finalement cosmique. mm, mm, mm. Donc je pense que ça dit tout, hein, effectivement. Après, faut le comprendre, quoi. Je Et pense que c'est puis, comme ça que tu le comprends aussi. en fait, t'as tout dit. T'as tout dit. On a voulu faire compliqué toutes ces choses-là avec plein de pratiques, mais en fait, c'est simple. C'est-à-dire que c'est vraiment simple. Il n'y a pas de, techniquement, méthodologiquement parlant, il y a plein d'accès, il y a plein d'approches. Si tu veux, il y a juste celle qui te convient à un moment donné de ta vie et c'est simple. Dès que ça devient compliqué, c'est de l'ordre du mental. En tout cas, c'est le point de vue qui est le mien aujourd'hui. Ce n'est que mon point de vue, hein, mais j'ai constaté que maintenant, c'est simple. Ce qui est pas simple, c'est de traverser ces zones d'émotion, traverser ces peurs, traverser vraiment des fois des traumas ou des voiles qui seront vraiment soit du transgénérationnel, soit ces choses-là, tu vois, soit des gros traumas qu'on a vécu. Ça, c'est pas simple. Voilà, ça, c'est pas simple du tout. Mais globalement, accéder à cette autre partie de soi, il n'y a rien de compliqué. En tout cas, moi, je sais qu'il n'y a rien de compliqué quand je suis accompagné. Et je ne vais pas au niveau que j'aimerais atteindre, hein. J'aimerais aller encore plus loin. Mais bon, c'est comme ça aujourd'hui pour ma part. D'autres vont beaucoup plus loin que moi et c'est très bien. Mais ce qui est sûr, c'est à chaque fois, c'est simple. Tu vois? C'est l'approche stratégique après pour négocier avec les parties inconscientes et le mental, si tu veux. Dans certains cas de figure, ça, c'est un petit peu plus stratégique et technique. Mais sinon, le reste, il n'y a rien de compliqué. Vraiment. Tout ça, ça vit en nous déjà maintenant. Ok. Bah, merci Cyril. Je recommande encore une fois la lecture de cet ouvrage. Je viens de la source. Qui va vous espanter, comme on dit dans le sud. Est-ce que t'es Euh, pas ce mot-là? ouais, c'est vraiment extraordinaire et enrichissant, intéressant, et ça vous fera forcément vous poser des questions. Et merci encore Cyril d'avoir bah, tout pour ton travail, parce que c'est un sacré volume, et je pense que tu as bien fait de les réunir les trois, parce que ça se tient parfaitement bien, et il y a une grande cohérence. Et donc bravo à toi. Et bravo à toi, parce que c'est un peu toi t'es pas le papa du livre, mais t'es le papa de la réédition, parce que tout ça est parti de ton invitation il y a quelques mois maintenant. Donc, merci de m'avoir donné tout ce travail-là. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité, parce que c'est quand même toi qui as aussi fait en sorte que je me bouge à rassembler cet ouvrage-là. Un grand merci à toi pour ça. Et on mettra le lien évidemment pour se procurer ton livre dans la description de la vidéo. Bah, je te dis un grand bravo Cyril et à bientôt. À bientôt. Merci Olivier.